Bien le bonsoir, bienvenue mes petites pépites. Ce soir c'est Halloween et j'espère que vous êtes prêtes pour ce thread d'horreur d'1 heure. Je vous ai sélectionné pour ce soir 4 histoires extrêmement longues mais terrifiantes. J'espère que vous êtes prêtes, bien installées, avec bien évidemment des bonbons pour accompagner ces histoires. Pas beaucoup, on fait attention au sucre, mais quand même. La tradition d'Halloween. J'espère d'ailleurs que vous aimez ce petit maquillage que j'ai concocté. Ça ressemble plus à un scarabée qu'une araignée, mais c'est l'intention qui compte, non? Allez, j'arrête de blablater et je vous laisse avec le générique. La malédiction de la croix. Père Castor, raconte-nous une histoire. J'ai 24 ans et ce soir, j'ai 2 histoires à vous raconter. La première ne me concerne pas directement, mais la dernière si. La première histoire que je vais vous conter est celle de ma mère et de ma grand-mère. Elle se passe en 1986 quand ma grand-mère décide de louer une maison en ville et s'y installe avec ma tante qui à l'époque avait 7 ou 8 ans. Ma mère était enceinte de mon plus grand frère. Mes parents décident d'aller aider ma grand-mère pour son déménagement car elle était seule à l'époque. Ma mère aide ma grand-mère pour les cartons et mon père s'occupait de défricher le jardin. Elle s'autorise une pause et vont dans le jardin pour tenir compagnie à mon père. Quand il fut au bout du jardin, il y trouva une croix sur le muret. Il faut savoir que nous ne sommes pas croyants dans la famille. Mais mon père, lui, vient d'une famille croyante. Il a été baptisé et a fait sa communion et sa profession de foi, mais n'a pas continué. Ma mère lui a dit de la mettre de côté, et à peine elle a eu le temps de finir sa phrase que mon père casse la croix et s'en débarrasse, car il croit en rien à tout ça. Il se passe une semaine, le déménagement se fait petit à petit, et un soir, ma grand-mère entend ma tante parler. En haut, en bas, à gauche, à droite, va en haut. Elle se dit qu'elle parle sûrement avec ses poupées, mais que c'est bizarre. Elle va donc la voir et lui demande à qui elle parle. Ma tante lui répond « Bah, à la boule de lumière. Elle fait ce que je lui demande. » Ma grand-mère a toujours cru à ça, évidemment, car elle en avait déjà vécu auparavant. Elle croit ma tante et lui dit d'aller dormir, qu'elle jouera demain. Elle sort et se dirige vers sa chambre quand elle entend des pleurs. Elle fait demi-tour et va voir ma tante et lui demande pourquoi elle pleure. Ma tante se tourne et elle ne pleurait pas. « Je ne pleure pas, maman, je suis en train de m'endormir. » Ma grand-mère, confuse, fait un signe de tête et ressort. Elle va se coucher et entend à nouveau ses pleurs. Elle n'y prête pas plus attention et se dit que cela doit être un bébé ou que sais-je. Dans les nuits, les pleurs continuent jusqu'à la réveiller. Elle décide de se rendre au salon pour fumer une cigarette quand dans le couloir elle entend « Maman, tu es revenue ?» Elle se retourne, allume le couloir et constate qu'il n'y a personne. Elle va voir ma tante, elle dort profondément. Puis, les pleurs recommencent. Elle cherche d'où ça vient, sans trouver. Le lendemain, ma mère revient pour l'aider. Elle lui en parle, ma mère lui explique qu'elle était peut-être mal réveillée, mais elle savait très bien que non. La journée se passe, mon père vient chercher ma mère, et ils discutent dans l'entrée, quand tout d'un coup, le pot de fleurs qui était sur le buffet s'écrase au sol. Ils se regardent tous, très confus et plein de questions. Le vase était derrière un cadre, donc proche du mur. Il aurait fallu le porter pour le faire tomber. Il n'était pas au bord, bien au contraire. Rebelote, le soir, le même scénario. Ma tante joue avec cette fameuse lumière. Ma grand-mère décide de lui demander si elle ne voit qu'une lumière ou bien autre chose. Elle lui répond que non, elle ne voit que cette lumière. Elle lui demande également si la voix paraît fille ou garçon, et ma tante lui répond que c'est un petit garçon qui a le même âge qu'elle. Elle commence à se poser des questions et tout de suite, elle fait le lien avec la croix qui est au fond du jardin. Elle appelle ma mère et lui demande de venir le lendemain pour en discuter. Ma mère retourne voir ma grand-mère, elles en discutent et ma mère lui dit qu'elle sent quelque chose comme une gêne, mais elle ne saurait pas l'expliquer. Elles montent toutes les deux au grenier chercher des cartons pleins de peintures, d'activités, car ma grand-mère est très manuelle. Ma mère attrape un carton, l'ouvre et y voit des vêtements de petits garçons, vraiment vieux. Elle les met de côté et prend un autre carton et y trouve du matériel médical. Elle demande donc « C'est à toi tout ça ?» Ma grand-mère lui dit que non, vu qu'elle est en bonne santé, elle n'a pas de raison de posséder ça. Une semaine plus tard, toujours ces pleurs et cette voix de petit garçon, ma mère décide de faire appel à une médium et ce qu'elle explique fait froid dans le dos. Il y a une centaine d'années, une mère et son fils habitaient dans cette maison. Le petit garçon, qui s'appelait Charles, était malade et avait besoin de soins
à domicile. Il pleurait sans cesse car sa mère l'enfermait dans le grenier toute la journée et toute la nuit. Ses seuls moments de sortie étaient pour les rendez-vous à l'hôpital ou prendre une douche. Un jour, sa mère a fait couler un bain et le fait descendre. Le petit, tout content, embrasse sa mère car il n'a jamais pris de bain. Elle a laissé le petit jouer dedans, puis est arrivée et l'a noyé. Ras-le-bol des rendez-vous, des pleurs, des médecins, et cela coûtait trop cher pour elle. Elle a donc tué son fils. La médium rajoute qu'elle voit beaucoup de mal dans cette maison et qu'elle est très mauvaise et que toutes les personnes qui ont loué sont décédées par la suite. Accident de voiture, mort soudaine, maladie grave. Ma grand-mère, très énervée, appelle l'agence et leur demande pourquoi ils ont caché ça, car techniquement ils sont censés la tenir au courant. L'agence lui répond que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à la louer quand ils en parlent. La médium est revenue 3 jours après pour exorciser la maison et a conseillé à ma grand-mère de déménager le plus vite possible, ce qu'elle a donc fait. Ce qui a évidemment déclenché tout ça, c'est le fait que mon père ait cassé cette croix au fond du jardin. Et il s'en est voulu après, bien sûr, car il a été témoin de certaines choses. Je ne suis pas au courant de tout, car ma mère ne veut pas tout me dire. Je ne sais pas si cela a touché ma tante, mais il faut savoir qu'à ses 12 ans, ils ont découvert une maladie orpheline chez ma tante. Une maladie qui te fait pousser des tumeurs sur ses os, les muscles, etc. etc. C'est une maladie qui touche uniquement les femmes. Il doit y avoir 2 cas chez les hommes reconnus dans le monde entier. Elle en est décédée en 2016 de cette maladie. Passons maintenant à mon histoire paranormale. Il y a plusieurs parties, c'est un peu au fil que j'ai grandi. Depuis petite, je ressens tout fois 1000. C'est assez dur à vivre. De mes 1 an à mes 2 ans, j'ai fait des terreurs nocturnes. Je me réveillais en hurlant et en expliquant à ma mère qu'on venait m'embêter la nuit. Médecin sur médecin, traitement, examen, rien n'y fait. Les médecins conclurent à de simples terreurs nocturnes et que cela passera avec le temps. Ma mère, fatiguée par tout ça, en parle à sa meilleure amie qui lui explique que ce sont des mauvaises choses qui viennent m'embêter la nuit. Elle lui conseille de mettre du sel autour des fenêtres et un poêle à balai à ma porte de chambre. Le jour où ma mère a fait ça, tout s'est arrêté. Plus tard, vers mes 3 ans, nous sommes partis en vacances chez ma grand-mère. Et mes parents et moi dormions dans une dépendance en face de sa maison. Et mes frères et ma sœur dormaient chez ma grand-mère dans leur chambre. Une nuit, je me suis réveillée en hurlant. Ma mère saute du lit et me demande ce qu'il se passe. Je lui explique qu'une dame était au pied de mon lit et voulait me prendre avec elle. Et ça, toutes les nuits, durant 2 semaines de vacances. Ce n'était pas juste des cauchemars ni des terreurs nocturnes, puisqu'un matin, en me levant, j'avais une trace de main autour du bras avec un bleu. Encore plus tard, je dormais chez mes autres grands-parents. Enfin, nous vivons chez eux pour un temps car nous avions dû déménager. Donc mon père et mon grand-père avaient aménagé le garage en sous-sol, je précise. On devait monter pour aller à la cuisine. Je devais avoir 6 ans par là. Je monte boire et je vois une dame dans le salon habillée d'une très vieille robe avec un chignon. Elle ressemblait aux dames qui faisaient le ménage à domicile à l'époque. Je te montre une photo, c'est exactement comme ça que j'ai aperçu une dame. Elle n'avait rien de mauvais, elle s'est retournée, m'a fait coucou, puis est partie. Innocemment, je lui rends son coucou. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Vers mes 9 ans, nous avons déménagé à 4 heures de la région parisienne pour suivre mon père car il avait été muté pour son boulot. Nous étions seuls la semaine avec ma mère et mon 2e grand frère. Ma sœur était restée sur Paris pour ses études et mon autre frère avait déjà son appartement. Cette maison était en face d'un cimetière. Nous étions dans un lotissement avec beaucoup de maisons récentes pour le coup, mais c'est là-bas qu'il s'est passé le plus de choses pourtant. Vers Halloween, comme aujourd'hui, ma mère m'avait acheté les gros pots de pop-corn. Je me pose sur le canapé et laisse le couvercle sur la table du salon. Quand tout d'un coup, le couvercle vole jusqu'à moi. Je demande à ma mère pourquoi elle me l'a jeté et me regarde d'un air confus et me dit « Mais j'ai rien lancé ». C'est la première chose de bizarre qu'il s'est passé là-bas. Une autre fois, je triais les vis et les clous de mon père car il m'avait promis 5 €, MDR. Bon, je finis par les trier et je pars manger avec ma mère et mon frère. Nous avions 2 chiens qui étaient dehors à ce moment-là. Je finis par manger et je retourne faire mon petit boulot. Et là, les clous, les vis, les écrous, tout était à nouveau mélangé. Tout retourné. La boîte à l'autre bout du garage, tout était éparpillé de partout. Énervée, je vais voir ma mère et je lui explique. Je m'attendais à ce qu'elle ne me croie pas, mais au contraire, elle m'a cru et a regardé mon frère d'un air « c'est pas la première fois ». Quelques mois plus tard,
je fais un cauchemar et je réveille ma mère. Mon frère était remonté sur Paris pour voir des amis à lui. Et comme mon père n'était jamais là la semaine, je dormais toujours avec ma maman. Elle me dit que ce n'est rien, me fait un câlin et on se rendort. À peine 30 minutes après, on est réveillé par des bruits, comme si quelqu'un courait en haut de nous, au grenier. Nous n'avions pas d'étage, c'était une maison plein pied. Prise de panique, elle appelle mon père et lui dit ça. Il lui répond que ça doit être un animal. Ma mère rétorque que non, ce sont des pas plus lourds qu'un animal. C'était clairement des bruits de quelqu'un qui courait. Il lui répond que si on a trop peur, on n'a qu'à aller chez ma grand-mère dormir. On met nos manteaux, allume la lumière de dehors, et là, impossible de trouver les clés de la voiture. Ma mère fouille partout, mais vraiment partout. Impossible de les trouver. Elle explique ça à mon père qui lui dit qu'elle les a juste rangées et oubliées alors que ma mère est très maniaque et organisée. On s'en va dormir dans le salon toutes les deux, lumière allumée, la télé allumée également car on a trop peur. Le lendemain, vers 7h30, elle se réveille et voit les clés sur la table de la salle à manger alors qu'elle n'y était pas la veille. Les semaines passent, je fais des cauchemars horribles et très souvent les mêmes. Une dame qui me veut, elle veut que je sois avec elle, je l'intéresse, elle en a après moi. Je vous jure, c'est horrible d'avoir cette sensation tout en sachant qu'elle ne me veut pas du bien. Mon frère rentre de Paris et explique à ma mère qu'il a fait des cauchemars où j'étais dedans et qu'une vieille femme en avait clairement après moi et qu'elle attendait juste le bon moment et qu'elle ne me voulait pas du bien, qu'elle me ferait du mal dans ma vie future. Ma mère a vu une médium quand j'avais 10 ans. Elle a eu raison sur beaucoup de choses. Elle a dit que ma sœur trouverait son âme sœur. 2 mois plus tard, elle s'est mise avec quelqu'un et aujourd'hui encore, ils sont ensemble et ont 2 enfants. Elle a dit que mon frère ferait un grand voyage. 5 mois plus tard, il est parti 1 mois au Vietnam. Mon autre frère a une très bonne étoile au-dessus de sa tête et quand elle a voulu passer à moi, elle n'a pas voulu se prononcer car trop jeune, elle a dit, mais que j'aurais d'énormes difficultés dans ma vie car une femme m'en voulait. Aujourd'hui, tout ça continue de se produire. J'habite avec mon copain, je fais des cauchemars, on a du mal à avoir un bébé et beaucoup de disputes. Je sens qu'il n'y a rien de normal dans tout ça. Comme si cette femme me suivait encore. Depuis mon berceau, je la sens. Elle attend. Quoi? Je ne sais pas, mais ça m'épuise. Merci ma pépite pour ton histoire, merci infiniment de nous avoir confié l'histoire de ta famille. Alors c'est clairement de génération en génération, hein. Franchement ce que je pourrais te conseiller c'est exorcisme. Je pense que c'est de la sorcellerie qu'on t'a fait. Parce que comme par hasard, frères et sœurs ils ont rien, mais c'est tombé sur toi parce que ça arrive depuis que t'es bébé. Donc soit ta maman parce qu'elle était enceinte de toi quand t'as été chez ta grand-mère et qu'il s'est passé tous ces trucs paranormaux chez ta grand-mère dans l'ancienne maison. Ton papa qui casse une croix, non mais Seigneur, je veux bien que tu penses pas à ça, mais un minimum de respect quand même pour ça. Ce que je te conseillerais, exorcisme, pas le choix. Pas le choix. Je pense que pour te libérer de cette femme qui te suit, comme tu dis, depuis le berceau, elle attend la faille pour t'atteindre peut-être un jour où vraiment tu te sentiras au plus mal, encore plus que ce que tu ne l'es là aujourd'hui. Elle attend la faille pour rentrer et je pense qu'il ne faut pas attendre ce moment-là. Moi, je te conseillerais un exorcisme. Après les pépites, si vous avez d'autres choses à conseiller, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Passons à la deuxième histoire, mes pépites. L'harcèlement du monde invisible. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, bien le bonjour, Camilla et les pépites. Depuis longtemps, j'ai envie de te partager mon histoire, mais je me suis toujours dégonflée. Mais aujourd'hui, ça y est, je me lance. Accroche-toi, j'ai fait un petit roman, mais promis ça vaut le coup. Je m'appelle Shay, j'ai 24 ans et je vis dans un petit pays d'Afrique. Mon histoire a commencé fin 2007. On venait d'emménager dans notre nouvelle maison, fraîchement construite. À l'époque, j'avais 6 ans et j'étais émerveillée de vivre dans une maison aussi grande. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette cité venait tout juste d'être bâtie sur une région montagneuse jamais habitée. Peu de voisins, beaucoup de silence. Et si l'on remonte plus loin, c'était un endroit où les guerres faisaient rage. Lors des promenades avec mes tantes, on tombait parfois sur des tranchées, des tunnels ou encore d'immenses gouffres remplis d'ordures dont on distinguait à peine le fond. Un décor assez glauque. Les premières semaines se sont bien passées, sans doute parce que la maison grouillait de membres de la famille venus nous aider pour le rangement et la décoration. Mais après leur départ, il ne restait plus que mes parents, mes frères et sœurs, nous étions 6 enfants, et c'est là
que tout a commencé. À l'époque, je dormais avec mes parents et mon petit frère, qui n'était encore qu'un bébé. Chaque soir, entre 20h et 21h, mes parents regardaient leur série policière dans la chambre. Normalement, je devais me coucher à 20h30, mais bien sûr, je restais éveillée en douce pour regarder avec eux. Une nuit, alors que je fixais le ventilateur tourné pour m'aider à dormir, j'ai cru halluciner. L'ombre du ventilateur, jusqu'ici immobile, s'est mise à se déformer. Les hélices prenaient des formes étranges, comme des silhouettes humaines ou animales. Terrifiée, je n'ai rien dit à mes parents, persuadée qu'ils penseraient que j'inventais une excuse pour ne pas m'endormir. J'ai fermé les yeux, récité les sourates que je connaissais et j'ai fini par m'endormir. Mais la scène s'est reproduite chaque soir. Je m'endormais en larmes, complètement effrayée. Quelques jours plus tard, je me suis réveillée vers 3h30 du matin, avec une envie pressante. Je n'avais pas l'habitude de me lever la nuit et la chambre plongée dans le noir me paraissait immense, bien trop sombre. Mon matelas était posé au pied du lit de mes parents, derrière moi un grand canapé et juste en face la porte des toilettes. Je me suis décidée à y aller, à moitié endormie. Et là, pendant que je faisais mon affaire, j'ai aperçu une ombre bouger du coin de l'œil. Mon cœur a raté un battement, j'ai frotté mes yeux pensant rêver, mais en fixant mieux, j'ai failli vomir de peur. L'ombre de la douche, qui devait rester fixe, se transformait sans cesse, parfois humanoïde, parfois gorille, lion ou éléphant, des formes monstrueuses également. J'ai détourné le regard, les larmes dévalant mes joues, puis j'ai fini tant bien que mal et je suis sortie en courant, laissant la porte entrouverte et la lumière allumée. J'ai bondi sur mon matelas et j'ai récité des sourates en boucle jusqu'à m'endormir. Dès lors, c'est devenu une routine. Chaque nuit, entre 3h et 4h du matin, je me réveillais pour aller aux toilettes. Et chaque nuit, le même cauchemar recommençait. J'ai essayé d'éviter ça en arrêtant de boire de l'eau plusieurs heures avant de dormir malgré la chaleur, au point d'avoir mal aux reins, mais rien n'y faisait. Je me réveille toujours à la même heure, face aux mêmes horreurs. Épuisée, j'ai fini par en parler à mes parents, mais pour eux ce n'était que des cauchemars ou mon imagination. Ils m'ont conseillé de lire ces invocations et de ne pas m'en faire. Personne ne me croyait, sauf ma grande sœur Taïsi, qui avait 13 ans. Quand je lui ai tout raconté en sanglots, elle m'a tout de suite cru. Mais elle était trop jeune pour m'expliquer ce que je voyais. Elle se contentait de me consoler et d'être là. Et comme si le simple fait d'en avoir parlé avait ouvert une porte, les choses se sont aggravées. Les ombres changeantes apparaissaient désormais aussi le matin, dans la chambre de mes sœurs. Puis ce fut dans la chambre de mon frère, là où se trouvait une grande bonbonne d'eau près d'un rideau. Comme j'étais la plus jeune, c'était toujours à moi qu'on demandait d'aller chercher de l'eau. Un soir, juste après le mort, ma mère m'a envoyée dans cette chambre. Rien qu'en entrant, l'atmosphère m'a glacé le sang. Le rideau formait 2 bosses nettes, des formes humaines. La fenêtre était fermée, aucun courant d'air et pourtant, les silhouettes restaient immobiles. J'ai hurlé et couru chercher ma mère. Elle est venue vérifier, mais bien sûr, il n'y avait plus rien. Pendant plusieurs jours, j'ai refusé d'y retourner, mais comme j'étais la seule à voir ces choses, on m'a forcée, en me traitant de menteuse. Quand j'ai fini par y retourner, le même spectacle m'attendait. Tremblante, j'ai avancé vers la bonbonne d'eau, et en passant devant le rideau, j'ai senti une main tirer légèrement sur ma robe vers l'arrière. Mon cœur s'est arrêté, aucune voix n'est sortie de ma bouche. J'ai reculé lentement, pétrifiée, avant de m'enfuir, choquée. Ces choses venaient de me toucher pour la première fois. Et comme toujours, la scène s'est répétée, encore et encore. Chaque soir où je devais entrer dans cette chambre pour prendre de l'eau, c'était la même horreur. Et les mêmes choses continuaient de s'accumuler. Il y avait aussi le salon du rez-de-chaussée, sa porte à moitié vitrée laissait entrevoir l'intérieur. Même l'après-midi, quand je passais devant, je voyais des ombres aux yeux rouges assises autour de la table, en cercle, comme en pleine réunion. Et dès que je passais, elles semblaient toutes tourner leur regard vers moi. Puis, il y a eu les escaliers. Chaque fois que je montais du rez-de-chaussée au premier étage, je sentais une présence derrière moi. Des pas lourds, rapides, qui suivaient les miens. L'air devenait oppressant, surtout après le coucher du soleil. Alors je finissais toujours par courir, paniquée à l'idée que cette chose m'attrape dans les escaliers. Mes parents me punissaient pour ça, pensant que je désobéissais exprès. Ils me criaient dessus, parfois me frappaient. Mais rien n'était plus fort que cette terreur, même quand je chutais ou me blessais. Une fois, je me suis ouverte le menton et j'ai dû avoir des points de suture. La douleur physique ne valait rien à côté de la peur de ceux qui me suivaient. Quelques mois après notre emménagement, mes journées étaient devenues un véritable cycle de cauchemars. Les ombres le matin dans la chambre de mes sœurs, celles du salon l'après-midi,
le rideau, les escaliers le soir, le ventilateur avant de dormir et les toilettes la nuit. Sans compter les bruits étranges dans toute la maison et les ombres furtives qui passaient dans mon champ de vision. Cam, ce cauchemar a duré plus d'1 an. J'avais désormais un peu plus de 7 ans. T'étais un bébé. Avec pour seul soutien ma sœur Taïsi. Puis, un jour, tout est devenu clair. Un week-end, plusieurs membres de la famille, bien plus âgés que moi, se sont réunis pour regarder un film d'horreur qui faisait fureur à l'époque. Tout le monde, sauf mon père, était dans la chambre de mes sœurs, la lumière éteinte, collation prête. Ce soir-là, excitée comme les autres, j'ai réussi à me faufiler discrètement, si seulement j'avais su. Le film commença, et quand les fameuses ombres apparurent à l'écran, mon corps entier s'est figé. Je tremblais, incapable de parler, je venais de comprendre. Je n'étais pas folle. Tout ce que je voyais était bel et bien réel. Puis, le narrateur a mis un nom dessus, Shaitan, Djinn. Et là, c'est comme si mon cerveau s'était brisé. Tout prenait sens, tout était réel. J'ai hurlé de toutes mes forces dans un état second. Je pleurais, je tremblais, je criais, sans m'arrêter. Ma mère, choquée, a allumé la lumière et m'a prise dans ses bras. Ma cousine s'est précipitée pour éteindre le film et mettre du Coran. Mais rien ne pouvait me calmer. C'était comme si toute la terreur accumulée pendant plus d'1 an s'était libérée d'un coup. J'ai fini par m'endormir en larmes dans les bras de ma mère. Le lendemain, j'ai essayé de tout expliquer, que ces choses qui me terrorisaient au quotidien étaient exactement celles que j'avais vues dans le film. Une vérité irrésistible s'est écrite en moi. J'avais découvert l'identité de ce qui me hantait. Suite à cela, pendant plusieurs jours, j'étais incapable d'aller seule aux toilettes ou de rester seule dans une chambre. Il fallait toujours la présence de quelqu'un. Et tu sais quoi, Cam? Ma mère n'avait jamais commis l'erreur de laisser un enfant en bas âge devant un film d'horreur. J'insiste, jamais. Dès qu'elle en voyait un, même très banal, elle nous faisait sortir illico et s'assurer qu'on ne revienne pas en douce. Elle l'a fait après moi, pour mes petits frères, et même aujourd'hui avec mes neveux. C'est devenu un réflexe chez elle. Pourtant, ce soir-là, et selon ses mots, je t'avais complètement sorti de mon esprit. Plus récemment, quand on en a reparlé, elle m'a dit « C'est un de mes plus grands regrets. Je n'oublierai jamais la terreur que j'ai vue dans ton regard ce soir-là. » Si ça t'intéresse, tu peux trouver des extraits du film sur YouTube. Il s'appelle « Yeh Hassan ». Paradoxalement, aujourd'hui, je suis une grande amatrice de films d'horreur et de thread. Je les regarde avec le sourire, loin d'être terrorisée. Mais ce film-là reste pour moi le plus terrifiant parce qu'il retranscrit plus ou moins ce qui attend ceux qui ne font pas leur prière après la mort. Et je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais dès qu'il y a des invocations ou des sourates dans un film d'horreur, ça devient trop réaliste pour moi, donc trop effrayant pour que je le regarde. Suite à cet événement, se sont ajoutés des cauchemars sans fin, tous plus terrifiants et réalistes les uns que les autres. Chaque nuit, ces choses s'en prenaient à moi d'une nouvelle façon. Parfois, je distinguais leur visage, absolument horrifiant. D'autres fois, elles prenaient l'apparence d'un membre de ma famille. Parfois, celle de mon grand-père décédé. Les pires, c'était quand je les voyais faire du mal à ma famille. Je me réveillais chaque soir en larmes, complètement épuisée. Quelques années ont encore passé dans cette terreur qui ne faiblissait pas. J'avais entre 8 et 10 ans, et c'est durant ces années que se sont produits les événements les plus traumatisants de ma vie. Un soir, vers Morlop, c'est le coucher du soleil, ma mère m'a demandé d'aller voir ma tante au rez-de-chaussée pour lui poser une question. Flemmarde, j'ai appelé d'en haut « Tata !» Pas de réponse. Je répète « Tata !» Rien. À la 3e fois, j'entends une voix forte et claire « Oui !» Sans réfléchir, je lui demande si elle a vu un tel objet. Silence. J'insiste, elle répond « Non !» Je demande si elle sait où il peut être. Elle répond « Je ne sais pas ». Je lui demande alors le prix pour que maman puisse le racheter. Plus rien. Agacée, je me résous à descendre. Sa porte est ouverte, la lumière et le ventilateur éteints. Il n'y a personne. Pourtant, la voix venait de là. Paniquée, je vérifie la cuisine, les toilettes. Personne. Tremblante, j'ose regarder dans le salon, cette pièce qui m'effrayait tant. Ma tante dort profondément au fond de la pièce. Mon grand cousin est assis juste à côté d'elle sur son téléphone, écouteur aux oreilles. Je lui demande, avec une voix tremblante, « Ça fait combien de temps que Tata dort ? Et est-ce que c'est elle qui m'a répondu ?» Il me regarde interloqué et répond « Ça fait presque 1 heure qu'elle dort, donc non. » Et là, je réalise que du fond de cette pièce, sa voix n'aurait jamais pu être nette ni aussi forte. Je remonte, terrifiée. Encore une autre révélation brutale. Ces choses ont une voix. Et elles peuvent parler et imiter celle d'un proche. Une autre fois, vers 20 h après le dîner, je jouais au balcon, dans un coin en L avec mon petit frère. À la maison,
Il n'y avait que ma mère, lui et moi. J'entends « Shay !» C'était la voix de ma mère. J'ai un frisson, je penche la tête pour voir le couloir, la porte de sa chambre, la porte des toilettes entr'ouverte, plongée dans la pénombre. J'ai l'intuition que la voix vient de là. Je ne réponds pas. Deuxième appel. Je demande à mon frère s'il a entendu. Il me dit que non. Troisième appel. Je ne réponds toujours pas. Je prends mon frère avec moi et fonce vérifier dans la chambre. Ma mère est assise sur son lit, en train de lire tranquillement. « Tu m'as appelé ?» lui ai-je demandé. « Non », elle m'a répondu. Je ne dis rien. Je récupère nos jouets et on revient jouer dans sa chambre. Rien qu'à mon visage, même sans comprendre, mon frère avait eu peur. Je ne pouvais rien lui dire, il était beaucoup trop jeune. La fois la plus terrifiante est arrivée, encore une fois, juste après le Maghrib. Nous étions montés jouer à la terrasse, la nôtre était faiblement éclairée, celle du voisin complètement plongée dans le noir. Il n'y avait personne. On jouait au ballon quand soudain mon petit frère s'arrête et jette un regard sur la terrasse voisine. Il repart, puis se fige à nouveau, le regard accroché au même endroit. « Nassim, qu'est-ce qu'il y a ?» Il me répond, les larmes aux yeux. « Shay, c'est la deuxième fois que j'entends mon prénom. Quelqu'un m'appelle, ça vient de là-bas. » Et il continue paniqué. « Tu l'as entendu ? Il m'a encore appelé. » Je le prends par les épaules, je plante mon regard dans le sien, ça doit venir d'en bas. On nous appelle pour qu'on descende. Ne réponds pas. On va descendre tout de suite et jouer en bas. Je récupère le ballon, je lui prends le bras et on descend rapidement. Une fois en bas, il me demande pourquoi je pleure. Je ne m'en étais même pas rendu compte. J'étais terrorisée à l'idée qu'il vive les mêmes horreurs que moi. Je prie de tout mon cœur pour qu'il le protège et l'épargne. Plus tard, j'ai interrogé ma grande cousine, la même qui avait ramené le film. C'était la seule à ne pas tenir compte de mon âge et à accepter d'en parler. Est-ce que les djinns peuvent nous appeler, nous répondre? Est-ce que c'est toujours 3 fois? Et qu'est-ce qui se passe si on répond? Elle m'a raconté des légendes qu'elle avait entendues. Répondre, ce serait comme leur ouvrir une porte. Selon ces récits, ceux qui ont le malheur de répondre auraient tout simplement disparu sans laisser de traces. Je sais aujourd'hui que ces légendes sont nombreuses et qu'elles ne les avaient pas inventées pour me faire peur. J'ai pris l'habitude de ne répondre à personne le soir tant que je ne voyais pas la personne de mes propres yeux. J'ai demandé à mon petit frère d'en faire autant. Là, Cam, je vais te raconter l'événement le plus horrifiant. Comme je te l'ai dit, je me réveillais chaque nuit entre 3h et 4h du matin. Et malgré les années, ça n'avait pas changé. Ce fameux soir, je me réveille avec le cœur serré, oppressé comme jamais. Je ne veux pas aller aux toilettes, j'essaye de me rendormir. Impossible, c'est urgent. À contre-cœur, je me lève de mon matelas, dos au canapé et je vais aux toilettes. Les mêmes ombres, je me dépêche, je me lave les mains et je me place dans l'embrasure de la porte pour réciter l'invocation en sortant. De là, j'ai une vue sur toute la chambre et sur le canapé. Tout s'est passé en quelques secondes qui m'ont semblé durer des heures. Je l'ai vu, une grande ombre, silhouette humaine, 2 points rouges à la place des yeux, rien d'autre de distinct. Je reste figée, incapable de bouger ou d'appeler mes parents qui dorment sur le lit. Le temps d'un clignement, elle n'est plus sur le canapé. Et là, clac, une claque sur ma joue et mon oreille gauche si forte que ma tête part de l'autre côté. Ma joue brûle, mon oreille siffle, je tourne lentement la tête vers le canapé. La chose est revenue exactement à sa place. Comme si mon cerveau sortait d'un état de pétrification, je me jette sur mon matelas, je laisse la porte ouverte et j'enfonce ma tête dans l'oreiller. Je pleure en suppliant Allah de me sauver. Je ne sais pas comment, mais j'ai fini par m'endormir. Le lendemain, l'horreur me saute au visage. J'ai mal à la joue et mon oreille siffle toujours. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était plus des ombres floues. J'avais vu une silhouette nette. J'avais l'impression d'être coincée dans un jeu d'horreur où malgré moi, je débloquais des niveaux. À chaque niveau, j'en apprenais plus sur ces entités. Et à chaque niveau, elles gagnaient en pouvoir. Après ça, même si je me réveillais toujours à la même heure, je n'osais plus me lever. Je n'ouvrais même plus les yeux. Je répétais les sourates en boucle dans ma tête jusqu'à me rendormir. Trop jeune pour me retenir, je me réveillais le matin complètement mouillée, sous les cris de ma mère. Elle me punissait, me criait dessus, parfois me frappait, ne comprenait pas comment cela pouvait se produire. Après tout, je n'avais plus fait pipi au lit depuis mes 5 ans. La honte de me faire pipi dessus à 8 et 10 ans, les moqueries de mes frères et sœurs, les cris de ma mère. Rien n'était plus terrifiant que cette chose. Avec les années, les phénomènes se sont à peu près calmés. J'habite toujours dans cette maison, il m'arrive encore rarement de sentir des choses ou d'entendre des bruits inexplicables, mais ce n'est plus fréquent. Il n'empêche que ça m'a laissé des traumatismes. Rester le soir, lumière éteinte dans la chambre de mes parents m'est impossible. Rester dans le noir, tout court aussi.
J'ai mis longtemps à réapprendre à monter les escaliers sans forcément courir, sans avoir le cœur prêt à exploser. Récemment, j'ai reposé la question à mes parents. Ils me jurent n'avoir jamais rien vu ni entendu dans cette maison. Je ne comprends pas, parce que tous les autres membres de ma famille, même ceux qui n'ont vécu avec nous qu'un temps, à des degrés divers, y ont subi des choses terrifiantes. Ils m'ont raconté leurs histoires et c'est avec plaisir que je t'enverrai d'autres mails pour te les partager. Il faudra aussi que je te parle de ma grand-mère maternelle, Allah yarhamha. Je ne le savais pas à l'époque, mais elle avait un don, voir et communiquer avec le monde invisible. Je ne pense pas avoir hérité de ce don et alhamdoulilah, aujourd'hui je ne vois plus rien. On dit souvent que les enfants voient certaines choses que les adultes ne peuvent pas voir. Je pense que c'était mon cas. Je pense aussi que ces choses trouvaient ça amusant de me terroriser. J'ai vécu d'autres horreurs dans cette maison et même en dehors. Un mail, c'est beaucoup trop court pour tout te raconter. Je t'écrirai à nouveau si ça t'intéresse, Cam. Et en attendant, surtout, ne regarde pas derrière toi. Ah bah non, j'ai pas intérêt à regarder derrière moi, je te le dis. J'ai Georgie d'un côté, j'ai le chétan de l'autre. Il est actuellement 22 h pendant que je vous lis les histoires, mes pépites. Comment vous dire? Je suis pas bien. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire. Personnellement, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. Je suis choquée. Choquée. En fait, c'était trop bien. Trop bien. Par contre, toi, ce que tu vis, c'est pas bien du tout. Ce que tu as vécu, c'est terrible. Je ne saurais pas te dire ce que c'est parce que il faut que j'en apprenne plus sur toi. Alors, je sais que tu m'as dit que tu es trop timide pour venir dans les lives, ce que je trouve trop dommage parce que j'ai l'impression que tu as vécu 14 vies dans ta vie. Tu as vécu des choses que personne n'a vécu. En tout cas, c'est très rare que des gens vivent ça. C'était hyper intéressant. Hyper intéressant et n'hésite pas à nous raconter ce que ta famille a vécu chez toi, à part tes parents, ce que je trouve bizarre comme toi. Dieu merci, aujourd'hui ça va mieux, tu vois plus rien, mais ce que tu as vécu, moi ça m'aurait traumatisé pour le restant de ma vie. Dieu merci, tu n'as pas gardé trop de séquelles là-dessus, sachant que tu étais un bébé quand tu as vécu ça. Enfin bref, mes pépites, sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette deuxième histoire, et je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième. L'œil des morts. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam, je suis corse, née et élevée sur cette île aussi belle que mystérieuse. Ici, les traditions ne sont pas qu'un souvenir du passé, elles vivent et se transmettent. Et parfois, elles réveillent ce qui ne devrait pas l'être. Je n'ai jamais été une personne superstitieuse, ni vraiment croyante, mais il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait changer d'avis à jamais. Tout a commencé par un simple rituel et a fini par bouleverser ma vie. Contexte. Quand on pense à la Corse, on imagine ses plages magnifiques, ses montagnes sauvages et ses petits villages accrochés à flanc de collines. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette île est aussi une terre de mystères, de légendes, de silence et de traditions anciennes. Parmi ces traditions, il y en a une assez populaire sur l'île et il me semble à plusieurs endroits de la Méditerranée. Le rituel du mauvais œil, l'Otiou. C'est une prière ancestrale transmise une seule fois dans une vie, à minuit, la nuit de Noël, quand les cloches sonnent. Une vieille tradition transmise en secret, souvent de grand-mère en petite fille. On dit qu'elle soigne, qu'elle protège, mais aussi qu'elle peut ouvrir des portes qu'on préférerait laisser fermer. C'est ma grand-mère qui m'a appris ce savoir, mais à l'époque, je n'y croyais pas vraiment. Je voyais ça comme une superstition de plus, un folklore. Je ne prenais pas ça au sérieux, et c'est peut-être ce qui a tout déclenché. Un soir, je suis avec des amis, l'ambiance est détendue. L'un d'eux, que je vais appeler Jean, me dit qu'il se sent plombé, fatigué, pas dans son assiette. Il sait que je sais faire la prière contre le mauvais œil, il me demande si je peux lui enlever. Je souris et accepte, un peu pour rire. Mais ensuite, 5 autres amis me demandent la même chose, et sans réfléchir, je fais la prière à chacun d'entre eux, les uns après les autres, ce que je ne devais surtout jamais faire. Dans cette tradition, on ne retire le mauvais œil qu'à une seule personne par jour, ou du moins, on attend quelques heures avant de recommencer. C'est une règle fondamentale, mais comme je n'y croyais pas, je ne l'ai pas respectée. Je procède donc au rituel de tous mes amis et termine par Jean. Dès le début, j'aurais dû comprendre. La première goutte d'huile lancée dans l'eau, geste rituel, s'est étalée anormalement, prenant toute la surface de l'assiette. Même scientifiquement, je ne suis pas experte, mais c'était étrange. Je n'ai pas pu sortir l'œil, autrement dit le mauvais œil ne voulait pas partir. Selon la tradition,
Il faut attendre alors quelques jours pour recommencer. Quand j'ai terminé les 6 prières, une odeur vive m'a traversé la tête, une sorte de barre frontale. J'ai mis ça sur le compte du chauffage à pétrole présent dans la pièce, même si ce n'était pas la première fois que nous nous retrouvions à cet endroit. Je suis restée chez moi et j'ai repris le cours de ma vie normalement, en apparence seulement. Dans les semaines qui ont suivi, des choses étranges ont commencé à se produire petit à petit. J'avais un froid glacial dans ma chambre alors que le chauffage marchait parfaitement. Le reste de la maison était chaud. Il n'y avait que dans cette pièce que je grelottais. Je ressentais une présence comme si quelqu'un regardait sans arrêt. Je n'étais plus seule, même quand je l'étais. Un soir, je pars dormir chez moi avec mon copain. Avant de sortir, je débranche une lampe, j'éteins tout. On ferme la porte vitrée à clé, puis je m'aperçois que j'ai oublié mon sac à main. Je rouvre la porte et j'entre. Je prends mon sac et je referme. Et là, la lampe que j'avais débranchée plus tôt se met à clignoter toute seule. J'ai demandé à mon cousin qui était électricien. Il ne trouve aucune explication à ce phénomène. Quand je conduisais la nuit, je ne pouvais plus rester dans le noir. Je devais allumer une lumière dans l'habitacle. Je regardais sans cesse dans le rétro central, persuadée qu'un jour j'y verrais quelqu'un. Ma voiture a commencé à biper toute seule, comme si une personne assise à côté de moi n'avait pas mis sa ceinture. Il n'y avait rien sur le siège, aucun sac, aucune veste. Ce phénomène est arrivé plusieurs fois pendant cette période et ne s'est plus jamais reproduit depuis. Et puis, il y a eu les cauchemars, avec toujours cette même femme, cheveux longs, bruns, visage fermé, présence froide, agressive. Je me réveillais en sursaut et je ne pouvais plus dormir sans lumière. Mais l'un d'eux m'a vraiment marqué. Avant de commencer à raconter ce cauchemar qui me donne toujours des frissons quand j'y repense, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire est la stricte vérité et que je n'y ai ajouté aucun élément durant l'écriture de mon histoire. Bref, un soir, on est assis sur le canapé avec mon copain, on regarde un film, puis on s'endort devant la télé. Je me réveille, je regarde l'heure sur son téléphone, 3h12. Je secoue mon copain pour le réveiller. « Viens, on va se coucher dans le lit. » Il râle. « Non, je suis bien ici, on pourrait finir la nuit sur le canapé. » Je refuse, je lui dis que j'ai mal au dos sur le canapé. Alors il se lève pour aller dans la chambre. Mais une fois dans la chambre, je me rends compte qu'on n'a pas fermé la porte d'entrée à clé. Je repars pour aller la fermer, repasse par le salon, et là je me fige. Elle est là, la femme aux cheveux longs. Elle me fait face, elle me regarde et elle me sourit. Puis, elle se met à courir vers moi et je me réveille en sursaut. Je me réveille sur le canapé, mon copain est à côté de moi, on s'est endormi devant la télé. Je prends mon téléphone, il est 3h12. Je commence à comprendre, mais je suis toujours dans les vapes à cause du réveil. Je réveille mon copain, « Viens, on va dans le lit ». Et là, il me répond exactement la même chose que dans mon rêve. « Non, je suis bien ici, viens, on finit la nuit là ». Je commence à trembler, je lui dis qu'il faut qu'on aille dans le lit car je ne veux pas dormir ici. On se lève, on entre dans la chambre, mais je m'arrête net et ces mots sortent de ma bouche. Est-ce qu'on a fermé la porte à clé ? Je sens une panique monter en moi, brutale. Je suis tétanisée, mon copain s'approche et me dit qu'il va aller vérifier. Mais je l'attrape par le bras, presque en pleurant, lui demandant de ne pas y aller. Il ne comprend pas, alors je lui raconte mon rêve. Il essaye de me raisonner, mais je ne l'écoute pas. Je ferme la porte de notre chambre à clé, ça fera l'affaire pour cette nuit. On habite dans un lieu assez reculé et calme. Je n'ai pas dormi de la nuit. Chaque petit bruit me faisait sursauter. J'écoutais, tendue, s'il y avait quelque chose derrière la porte. Le lendemain, j'en ai parlé à une autre amie que je vais appeler Sophie. Sophie est très branchée ésotérisme. Elle est très ancrée dans le monde de l'invisible. Elle m'a parlé d'un mauvais œil bien plus puissant que les autres. Elle l'appelait l'œil des morts. Un mal invisible sombre dont l'origine viendrait d'un défunt souvent dérangé ou offensé. D'après elle, ce genre de maléfice ne peut être retiré que si la prière est faite 3 fois, par 3 personnes différentes. Et même là, ce n'est jamais garanti. Elle m'avait mise en garde avec un sérieux inhabituel, mais je n'étais pas encore prête à la croire. À ce moment-là, je cherchais encore des explications rationnelles à l'irrationnel. De plus, Sophie est du genre à paniquer vite et à en faire des tonnes. Pourtant, le doute s'était installé. Alors je suis allée voir ma grand-mère. Je ne lui ai pas expliqué ce que je vivais, ni même parlé de Jean. Je lui ai simplement demandé si elle connaissait ce fameux œil des morts. Sa réaction a été immédiate. Elle a sursauté et m'a demandé pourquoi je posais cette question, presque en me criant dessus. Sa réaction m'a glacée et j'ai commencé à avoir peur. Après mon insistance, elle a fini par m'expliquer que ce mauvais œil-là, celui qui vient des morts, se manifeste quand on les dérange, que c'est rare, mais extrêmement puissant, et qu'il faut faire très attention de la manière dont on agit avec ce rituel.
J'ai décidé de parler à Jean pour savoir s'il aurait pu faire quelque chose lié à cet œil des morts. Il m'a avoué avoir fait des choses avec une fille derrière une chapelle. Drôle d'idée, mais bref. Une chapelle probablement bâtie sur des sépultures anciennes, comme c'était souvent le cas. Était-ce une simple coïncidence ou avait-il réellement troublé quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Je n'ai toujours pas la réponse. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé qu'en lui enlevant ce mauvais œil, tout s'arrêterait. J'ai donc demandé à Sophie de lui faire la prière à son tour. Elle connaissait bien le rituel, mais une fois terminée, elle a vomi instantanément. J'étais présente et je n'avais jamais vu une réaction pareille. C'était comme si quelque chose de profondément ancré en elle devait sortir. Cependant, Sophie m'a dit ne rien ressentir de particulier durant les jours qui ont suivi. Puis, j'ai demandé à ma grand-mère de faire la prière à Jean. Elle aussi, elle s'est exécutée avec calme. Elle n'a rien ressenti, aucun effet négatif. Jean s'est senti mieux, comme si le poids qui l'écrasait s'était enfin dissipé. À ce moment-là, je me suis dit que c'était fini, que le mal l'avait quitté et que tout allait rentrer dans l'ordre de mon côté. Mais pour moi, rien ne s'est calmé. Les phénomènes ont continué. Ma chambre était glacée, les cauchemars persistaient, la sensation d'une présence ne me quittait plus. C'est alors que j'ai décidé de consulter une femme réputée dans la région. Elle est connue pour ses dons, sa puissance. Je ne pouvais pas aller la voir en présence pour des raisons personnelles, mais une connaissance commune a accepté de lui apporter un t-shirt m'appartenant. Avec cet objet, elle a pu réaliser la prière à distance. Et sans que je sache quand elle allait le faire, un jour, tout s'est arrêté. D'un coup, cette femme m'a rappelé, peu de temps après, pour me dire qu'elle avait effectué le rituel. J'étais soulagée. Tout était redevenu normal. Mais je me suis rendu compte, avec le temps, que l'histoire ne s'arrête pas totalement là. Car depuis, à chaque fois que j'ai retiré le mauvais œil à quelqu'un, il s'est produit quelque chose de négatif, voire un drame dans ma vie. Toujours dans les jours qui suivaient, moins d'une semaine après à chaque fois. La première fois, mon chat a perdu un œil. Je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. Une autre fois, ma tante a frôlé la mort, victime d'une sorte de pneumonie foudroyante. Puis, on a diagnostiqué un cancer du poumon à mon père. Et le plus terrible, la dernière fois que j'ai accepté de réaliser ce rituel, mon père est décédé. Non pas du cancer lui-même, mais d'une allergie au traitement qu'il suivait pourtant depuis des mois. Aujourd'hui, je n'enlève plus le mauvais œil. Je ne sais pas si tous ces événements sont réellement liés, mais les coïncidences sont trop nombreuses pour que je continue à ignorer les signes. Depuis cette expérience, ma vision du monde a changé. J'ai essayé de trouver des explications à tout ce qu'il s'est passé, mais je pense que ça restera un mystère. Et même si je ne cherche plus à comprendre, je sais que ce que j'ai vécu était bien réel. Mes pépites, je ne sais pas si vous connaissiez l'œil des morts. Moi, je connaissais l'œil, l'rine, tu vois, mais l'œil des morts, je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé cette histoire extrêmement intéressante, extrêmement bien écrite. J'étais plongée dedans, j'ai tout vécu avec elle. J'espère que vous aussi. Très intéressant de découvrir des rituels comme ça venant d'autres pays, d'autres cultures, d'autres traditions comme ça. La Corse, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les threads d'horreur. Maintenant, mes pépites, vous savez ce que c'est que l'œil des morts. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez l'œil des morts, si vous étiez au courant de ce que c'était en commentaire. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la 4e et dernière histoire. Nous sommes tous possédés. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam. Je t'envoie cet email aujourd'hui pour te raconter à toi et aux pépites l'histoire de ma famille et plus précisément ce qu'on vit depuis des années. Cela risque d'être extrêmement long car il y a énormément de détails. Je veux vous raconter ce que je vis pour vous sensibiliser et vous rappeler que tout ceci existe réellement, même si cela paraît fou et un peu tiré par les cheveux, je l'avoue. J'ai conscience que c'est dur à y croire, mais je sais que les personnes l'ayant vécu me comprendront. Je ne souhaite pas donner mon vrai prénom, alors appelle-moi comme tu veux. J'ai 18 ans et cet email retracera beaucoup de choses. Tout commence bien avant ma naissance. Tout cela se passe dans ma famille du côté maternel, je précise. Ma mère, ses frères et ses sœurs vivaient dans une grande maison avec leurs parents en Algérie. C'est une grande famille avec 8 enfants. C'était une des meilleures périodes. Tu vois ce que je veux dire ? Ni téléphone, rien. Juste un esprit de famille incroyable, avec tous les habitants du même quartier. Tout le monde se connaît, tout le monde se soutient. La maison était toujours vivante, les gens faisaient des allers-retours toute la journée. Il y avait toujours beaucoup de monde, à tout moment de la journée. Bref, une époque dont on est tous nostalgiques
Ma mère, ses frères et ses sœurs en gardent des souvenirs mémorables, l'une des meilleures époques de leur vie, comme ils aiment le dire. Mais tout prend fin un 29 avril et leurs rêves se brisent. Mon oncle, qui avait 20 ans à cette époque-là, décède d'une rupture d'anévrisme. Qu'Allah lui accorde le paradis, Amin. Un homme très bon, pieux et apprécié de tout le monde. La gentillesse en personne. Mais il y a un détail important que j'ai omis. C'était l'un des seuls ouris de ma famille. Son décès a marqué le début des ennuis. Ma grand-mère a commencé à avoir des soucis de santé, tant la douleur de la perte de son fils était immense. Ils commencent à tous prendre leur distance et la famille se fracture, peu à peu. Quelques mois après, mon grand-père décède à son tour. Pour ma grand-mère, ça a été très compliqué. Une douleur incommensurable. Enchaîner la mort de son fils, qui commençait à peine à découvrir la vie, puis de son mari, c'était trop pour elle. Elle commence à multiplier les soucis de santé, par-ci, par-là, mais rien d'alarmant pour l'instant. Après ça, tous prennent des chemins différents. Ma mère et 3 de ses sœurs décident de venir en France pour essayer de commencer une nouvelle vie, tandis que ma grand-mère et 4 de ses enfants, 2 de mes tantes et 2 de mes oncles, décident de rester en Algérie. Pour vous aider à vous situer, ma grand-mère vivait dans sa maison où elle a toujours vécu, avec un de ses fils qui ne s'est jamais marié, et une de ses filles qui, ayant une petite défaillance mentale, ne s'est jamais mariée aussi et restait avec elle jour et nuit. Du côté de ma mère et de ses sœurs, elles se marièrent toutes rapidement, mais là tout bascule, encore une fois. Ma tante se marie avec un homme convoité par plusieurs femmes et l'une d'entre elles lui fait de la sorcellerie le soir de leur mariage. Et là, c'est pas seulement elle qui est touchée, mais toutes les femmes de ma famille, plus précisément elle et ma mère. Ma mère, une fois mariée avec mon père, vivent chez ma grand-mère paternelle pendant 2 ans, puis achètent une maison et la rénovent. Maintenant, il leur manquait plus qu'un enfant. Ils essayent pendant 5 longues années. Puis, j'arrive, comme par magie, après des dizaines et des dizaines de tentatives. On pourrait se dire que c'est le début d'une nouvelle histoire, mais c'est le contraire. Je suis née un 29 novembre. Je pourrais passer des heures à vous expliquer tout ce que j'ai vécu, mais je serai brève pour éviter d'allonger encore plus ce mail. À partir de mes 3 ans, mes parents, qui autrefois étaient comme les 2 doigts de la main, se disputent très violemment et je suis témoin de tout. Tous les jours, je vivais dans les cris et la violence. Et le pire dans tout ça, ma mère remettait tout ça sur moi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais de mes 3 ans à mes 10 ans, ma mère m'a battue. Elle me frappait et était très violente avec moi. Je dormais dans la rue, parfois. Elle me menaçait de me couper la langue en frottant un grand couteau de cuisine sur ma langue dans une pièce fermée à clé où j'avais aucune possibilité de sortie. Quand je faisais des bêtises, elle frottait du piment sur les parties intimes. Elle me rabaissait verbalement, me disait des atrocités sur mon physique ou sur ma personne, des atrocités telles que jusqu'à maintenant j'ai un énorme problème de confiance en moi. Elle me disait de mettre fin à ma vie, que personne ne serait présent à mon enterrement. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Je soufflais vraiment le chaud et le froid avec elle. Elle agit globalement normalement, puis parfois elle devient extrêmement violente sans raison apparente. Mon père ne faisait rien et sombrait dans l'alcoolisme. À côté, à l'école, j'ai subi de l'harcèlement tout le long de ma primaire, car j'étais la seule maghrébine dans une petite école de campagne. Savez-vous ce qui m'a permis de m'en sortir? Mes connaissances. J'ai toujours lu, écrit, et grâce à ça, j'ai acquis un grand nombre de connaissances, ce qui m'a permis de me démarquer et de briller à ma manière. J'ai aussi subi des attouchements, et personne ne me croyait. Alors j'ai tout gardé pour moi, et je n'en ai jamais reparlé à qui que ce soit, en gardant ce poids-là dans mon cœur. À 14 ans, j'ai rencontré un garçon dans lequel j'ai projeté tout mon manque d'affection. Je me suis laissée avoir, je suis tombée amoureuse sans connaître le vice de certains hommes. Je vivais exclusivement pour lui, mais malheureusement je suis tombée de très très haut quand il m'a laissée. C'était la goutte de trop, j'ai fait une TS et depuis cet événement, je souffre de dépression dont je me suis jamais remise et jusqu'à aujourd'hui j'essaye de m'en sortir. Suite à ça, j'ai aussi souffert de TCA. Je pouvais passer facilement 24 heures sans rien manger et je mangeais très peu quand j'avais le courage de le faire, si bien que je pesais 40 kilos pendant environ 5 ans. Je pleurais toute la journée, je passais mes journées dans le noir, je ne mangeais plus, je n'avais plus le courage de me laver, même de prier. Je sortais seulement pour les cours. Autrement, je pouvais passer 3 semaines sans sortir de chez moi. Malgré toute ma détresse, je restais une fille belle aux yeux des gens. Mince, yeux en amande, marron foncé, longs cheveux noirs jusqu'aux fesses, longs cils. J'attisais énormément de jalousie de la part de mon entourage, si bien que le mauvais œil que j'avais accumulé était immense. Je n'ai eu que quelques copines dans ma vie qui ont toutes fini par me faire des coups bas. Maintenant,
je vais rentrer dans le concret. Je m'éloignais de la religion, même le Coran était difficile à lire ou à écouter. Mais je vous ai omis des détails. Depuis petite, je vivais des choses avec les djinns. J'ai vécu mon premier événement à 6 ans. J'étais seule avec ma mère chez moi. Un soir d'hiver, je cherchais un jouet. En passant devant les escaliers, je vois du coin de l'œil quelque chose, une forme. Je rebrousse chemin et là je vois une forme humanoïde, une silhouette de taille moyenne, environ 1,70 m, d'un noir tellement profond que je ne pouvais distinguer aucun trait. Juste sa silhouette noire, un noir troublant et extrêmement profond. Le pire, ses cornes. La silhouette possédait 2 énormes cornes d'au moins 50 cm de chaque côté de sa tête. J'étais petite, je n'avais pas encore conscience du monde occulte. Je n'ai pas réagi, ni crié. J'ai seulement fixé la silhouette pendant environ 30 secondes, puis j'ai repris mon chemin et en repassant, elle avait disparu. J'en ai parlé à ma mère et j'ai pris conscience que ce n'était pas normal et j'ai commencé à apprendre des sourates de base. J'ai aussi plein de petits miroirs accrochés et tous les matins, au moins 1 ou 2 miroirs étaient brisés par terre sans aucune raison. Mes jouets se mettaient en marche tout seuls, jouant une musique flippante en pleine nuit. Parfois même, en enlevant les piles, je continuais d'entendre la mélodie. Mais des choses mignonnes m'arrivaient parfois. Quand j'avais perdu une de mes dents de devant, je l'ai mise sous mon oreiller et le matin, j'avais eu mon premier billet de 5 €. J'étais si heureuse, tellement heureuse que j'avais écrit un petit papier de remerciement très chou au stylo rose pailleté, bourré de fautes où je remerciais la personne qui m'avait donné le billet. Je l'ai posé sur mon lit, la fenêtre ouverte, et je suis partie dans une autre pièce avec ce même stylo dans ma main. J'étais seule avec ma mère ce jour-là à la maison. Elle me demande soudain d'aller chercher quelque chose dans la chambre et j'y vais. Par pure curiosité, je vérifie le papier et là, cam, je prends Allah en témoin. Je vois une petite phrase écrite en bas à gauche au même stylo rose pailleté qui était resté dans ma main, je vous le rappelle. Souris, avec 2 points et une parenthèse, comme pour imiter un smiley. Comme dit précédemment, j'avais perdu ma dent de devant, ce qui me faisait un trou très mignon dans la bouche quand je souriais. J'amène le papier toute contente à ma mère qui écarquille les yeux et devient blanche comme un linge. Ce n'était pas elle qui avait écrit ça. Je lui ai reposé la question récemment et elle-même est dans l'incompréhension la plus totale. Malheureusement, après ça, a commencé une vague de décès. Un de mes oncles décède le jour de mon anniversaire, un 29 novembre. Toute ma famille remet la faute sur moi en disant que je porte vraiment malheur. 6 mois plus tard, mon autre oncle meurt, c'était encore une fois un 29. On me reproche encore plus d'être un porte-malheur et d'attirer la mort dans ma famille. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que mon oncle est décédé à 20 ans, également un 29. Maintenant, passons à la famille plus globalement. On se retrouve tous à chaque fois en Algérie et on en profite pour faire des ruqya. Les plus touchés sont, comme j'avais précisé, ma mère et ma tante. Si je vous disais tout ce que j'ai entendu pendant les séances de ruqya. Leurs 2 djinns se disputaient et s'insultaient pendant les séances. Leur voix devenait grave à un point inimaginable. Elles poussaient des cris stridents. Ma mère a arrêté de faire les séances après ça, mais ma tante a continué. Ces ruqya duraient parfois plus de 5 heures. Elle pleure énormément, crie, son djinn insulte et refuse de sortir. Elle vomit des bassines entières. Et tout ça des dizaines et des dizaines de fois pendant des années. Elle a vu plus de 10 imams différents. Il n'y a que cet été où ces djinns, parce que oui, elle en a plusieurs, ont failli sortir. Pour ceux qui ne le savent pas, si les djinns sortent du corps qu'ils possèdent, ils meurent obligatoirement. Et malheureusement, ils sont tenaces. Cela fait plus de 17 ans. Ces djinns et ceux de ma mère sont tellement puissants qu'elles ne vivent plus normalement. Je sais que c'est extrêmement difficile à croire pour des gens l'ayant jamais vécu, mais ceux l'ayant déjà vécu savent l'intensité de la chose et ce qui s'y passe. Revenons-en à moi. À 15 ans, j'ai un problème de cœur traité trop tard et j'ai fini dans le coma pendant 2 semaines. C'était une grosse crise et je me suis vue mourir. J'ai vu ma vie défiler et j'ai regretté tous les jours où je n'ai pas prié. J'ai multiplié les soucis de santé. Un jour, un vendredi, à l'heure du Jumu'ah, j'étais chez moi en train de dormir et mon père était en train de jardiner. Je mets mon téléphone en silencieux, puis je m'endors. Et c'est là que commence le cauchemar. Je suis dans ma chambre, assise sur mon lit, et soudain tout commence à trembler bizarrement. Les lumières grésillent et une forme apparaît devant moi et me soulève par le cou. C'était une entité grande, très grande, au moins 2,30 m, recourbée et toute noire. Elle me regarde dans les yeux, toujours en me tenant, avec un sourire large
est très malsain. Elle me demande comment je m'appelle, je lui réponds, donc mon prénom, et après 30 secondes, elle me répond qu'elle aussi s'appelle comme ça. J'essaye de réciter mais aucun mot sort de ma bouche, comme si elle était scellée. L'entité rigole et me dit que ça ne sert à rien, que je ne peux pas réciter. S'ensuit encore quelques minutes, puis elle me demande quel âge j'ai. Je lui réponds encore une fois quel âge j'ai, et avec un court instant, elle me répond qu'elle aussi, elle a cet âge-là. Elle rigole, mais d'un rire maléfique, Cam. Un rire tout droit sorti des enfers. Je me retrouve d'un coup dans une forêt brumeuse, très brumeuse, avec ma mère et ma tante. Le ciel est gris, mais d'un gris apocalyptique, avec énormément de brouillard. On avance dans une maison et on se retrouve dans une chambre. On avait une idée qui avait germé dans notre esprit. On devait absolument retrouver quelque chose. On cherche alors dans une chambre très délabrée. D'un coup, on soulève le lit et sous le lit, il y avait un matelas avec un pentagramme dessiné au centre, d'une couleur rouge vive. On sentait que c'était du sang. Sous le lit, on retrouve des sortes de petits sachets en toile avec des papiers à l'intérieur, des cheveux, des dents. Soudain, je suis de nouveau dans ma chambre. Je me rends compte que c'était un rêve. J'essaye de me réveiller et l'entité me dit que je ne me réveillerai pas et que ça sert à rien d'essayer. J'essaye, elle m'étrangle de plus en plus fort et je me sens défaillir. Je me réveille d'un coup par les veines de mon téléphone que j'avais pourtant mis en silencieux. Je prends alors le temps de reprendre mes esprits, mon sang se glace et je fais directement le lien. J'en parle à ma mère qui se rend compte que quelque chose ne va pas avec moi et je dois voir un imam dès que j'arrive en Algérie. En parallèle, là-bas, rien ne va. Mon oncle qui vivait avec ma grand-mère est devenu littéralement fou. Il a essayé de poignarder ma grand-mère malade de 74 ans en pleine nuit. Heureusement, ma tante qui est toujours là avec elle a réussi à appeler de la famille avant qu'un drame n'arrive. Ils ont réussi à évacuer ma grand-mère et ma tante, mais maintenant mon oncle vit seul là-bas et refuse de sortir de la maison. Pendant 5 mois, ils ont tout essayé. Police, avocat, huissier, menaces, changement de serrure. Rien ne marchait. Il a fallu payer des gens pour qu'ils le fassent sortir de force de cette maison. Et alors là, Cam, ce qu'ils ont retrouvé dedans, de la saleté partout, comme tu en as jamais vu. Des centaines de bouteilles remplies de pipi. Les murs étaient pleins de trous en train de s'effondrer. De la vaisselle jusqu'au plafond. C'était un désastre. Et surtout des inscriptions en arabe dans les toilettes. Ils ont dû tout démolir. Cette maison était clairement maudite. Mon oncle, devenu fou, errait dans les rues en criant des choses incompréhensibles. Quand un de mes oncles l'a attrapé et lui a demandé des comptes, il a répondu que c'était les djinns qui lui avaient dit de faire ça, et depuis ce jour, Cam, on ne l'a plus revu. Après tout ça, j'ai fait la première hijama de ma vie. Ça ne m'a pas fait mal, mais j'ai pleuré pendant les 30 minutes, à chaudes larmes pendant que la dame récitait sur moi. Je me débattais, je pleurais, je ne voyais même plus devant moi. Je n'ai ensuite aucun souvenir de ma ruqya. Seulement ce que l'imam m'a dit à la fin, j'avais tous les symptômes. Incapacité à prier ou à écouter du Coran, rêver de djinns, les voir parfois, ne plus manger, plus prendre soin de moi, aimer les odeurs étranges, la dépression sévère, la fatigue, la maladie. Écoute bien Cam, et les pépites aussi. Tout ça à cause du mauvais œil des gens. On a découvert qu'une femme avait lancé un sort sur toute la famille et qu'on était toutes touchées. Mais moi, ce qui m'a enfoncé encore plus, c'est l'œil des gens. Ma tante a eu presque le même parcours que moi, que des soucis, mais elle a appris par la suite qu'elle avait une djinniya qui voulait sa vie. Et oui, ça existe. Quand les gens vous envient et que cela devient démesuré, une djinniya peut alors devenir jalouse de vous. Également, d'une jalousie maladive. Elle voudra votre vie, votre intelligence, votre beauté. Elle voudra être vous et fera tout pour arriver à ses fins. Et dans le pire des cas, ça peut mener à la mort de la femme concernée. Elle sabotera votre relation avec votre famille, votre mari, vos études, votre métier et fera tout pour vous rendre folle et vous atteindre. Pour en finir avec cette histoire, l'été dernier, ma grand-mère était extrêmement fatiguée et affaiblie. Elle ne pouvait même plus bouger seule. Une dame, qu'Allah la préserve, était toujours avec elle. Elle avait enchaîné les arrêts cardiaques quelques mois auparavant. J'ai eu un mauvais pressentiment. Et j'ai pensé que ma grand-mère allait mourir pendant ces vacances-là. Cam, 2 semaines plus tard, ma grand-mère se sent mal. Il l'emmène à l'hôpital. Ils sont tous là. Et je suis chez ma tante, qui a une énorme maison de 4 étages avec mes cousins. Je me dis qu'elle a sûrement un coup de fatigue et qu'elle est en observation. À 15h46, je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps sans aucune raison. Je pleure sans pouvoir m'arrêter. Et à 16h40, ils rentrent tous d'un coup, en larmes et inconsolables.
je comprends que ça y est, elle est partie. Quand je demande à quelle heure elle est décédée, on me dit qu'elle a eu son dernier souffle à 15h45. Et tu veux savoir la meilleure, Cam? Ma grand-mère, Allah yarhamha, est décédée le 29 juillet 2024. Allah yarhamha. En fait, ma pépite, c'est une malédiction. C'est clairement une malédiction que vous avez eue sur votre famille. C'est très puissant ce que vous avez vécu et je pense que c'est pas terminé et je ne sais même pas quoi vous conseiller en fait. Vous faites des dizaines et des dizaines de ruqya tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous mettez le Coran. Toi, t'as failli mourir. T'as subi mais tous les maux possibles et inimaginables. Et ça, c'était par rapport à la sorcellerie. Donc, qu'elle a lancé sur ta maman et ta tante. Et c'était une sorcellerie générationnelle. Donc, c'était une chose qui s'est produite pour elle et aussi les filles ou leurs enfants. Ça, c'est très fréquent. Mais quand une personne lance une sorcellerie, souvent, elle demande à ce que les enfants des enfants et que ça continue de génération en génération. Il faut briser le sort. Parce que là, clairement, c'est en train d'atteindre toute la famille. Ton oncle qui est devenu fou, qui a essayé de poignarder ta grand-mère. Il y a quelque chose d'inexplicable qui fait très très froid dans le dos. Clairement, c'est pas vivable ce que vous vivez. C'est de la terreur. Et j'ai pas l'impression que ça soit fini. Et clairement, il y a un truc avec le 29. J'ai senti vraiment une coupure que la famille s'est brisée à la mort de ton oncle à 20 ans, Allah yarhamou, qui est mort un 29. Par contre, revenons sur le fait que, tout ce que tu as vécu, frappé, torturé, parce que ta mère, clairement, c'est de la torture qu'elle te faisait. Le couteau sur la langue et parle en français. C'est terrible, c'est terrible. Je n'ai même pas les mots. Peut-être que tes parents aussi ont fait des choses pas très musulmanes pour t'avoir. Parce que je sais que beaucoup de gens font appel à des sorciers, etc. pour tomber enceinte. Donc ça aussi, ça peut expliquer le mal-être et tout ce que tu as vécu, l'enfer que tu as vécu et que tu vis encore aujourd'hui parce que ça ne s'arrête pas. Je suis vraiment désolée, ma pépite, que tu dois vivre ça. Je pourrais te conseiller de faire une ruqya, mais je vois que t'en as fait des dizaines et des dizaines. Mes pépites, si vous avez des choses à conseiller à la pépite, n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, voilà, ce thread d'horreur d'Halloween est terminé. Et surtout, dites-moi quelle histoire vous a le plus traumatisé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver tous les soirs pour vous conter des histoires paranormales, des vraies histoires vécues par des vraies personnes. C'est déjà fini mes pépites. J'ai un petit pincement au cœur de retourner dans les threads d'horreur classiques. Alors on est vendredi aujourd'hui, vendredi 31 octobre. Dimanche, il n'y aura pas de thread d'horreur. Vous comprenez pourquoi, je pense que vous m'avez assez vu cette semaine. Par contre, il y aura sûrement les backstage de la semaine de l'horreur qui vous attendent. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai filmé de A jusqu'à Z tous les préparatifs de la semaine de l'horreur, tous les backstage tout simplement. Du coup, on se dit quand même à dimanche. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour d'autres threads d'horreur. N'hésitez pas à me spammer de likes, d'abonnements si vous n'êtes pas abonné. Georgie va venir vous rendre visite cette nuit. Et je ne rigole pas. Alors abonnez-vous en masse. En attendant, protégez-vous de tout mal et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring